Philippe Gauthier, notre chroniqueur transition énergétique avec qui on s'entretient par Zoom toutes les 2 semaines. Et aujourd'hui, avec Philippe, on va revenir sur l'expérience de fusion nucléaire réussie qui a eu lieu aux États-Unis il y a 2 ans. Elle avait été présentée comme une percée pour la recherche sur l'énergie, mais il apparaît maintenant que ses applications seront peut-être surtout militaires. Salut Philippe. Oui, bonjour Philippe. Oui, c'est quoi cette affaire-là de fission nucléaire, là? Je me souviens plus de cette actu-là du tout, pour être Ouais, honnête. oui, c'est l'histoire un petit peu ancienne. Ça s'est passé le 5 décembre 2022, donc ça fait 2 ans pratiquement jour pour jour. Il y a un laboratoire de recherche américain qui s'appelle le National Ignition Facility, le NIF pour les intimes, qui avait annoncé avoir créé une réaction de fusion qui avait dégagé plus d'énergie que ce qu'on avait mis dedans, ce qu'on appelle en langage de physique de l'ignition. C'était une première. En réalité, j'étais revenu là-dessus dans ma chronique du 7 février 2023. J'ai les archives, j'ai vérifié, à Québec Réveil, évidemment. Et j'avais montré qu'en fait, le gain d'énergie était un petit peu illusoire. Aussi, j'avais montré que le NIF, c'était d'abord un laboratoire militaire, ce qui avait pas été dit beaucoup. Là, tout le monde s'est enthousiasmé. Ouais, la fusion, ça va peut-être marcher, on va peut-être avoir accès à une énergie limitée, des choses comme ça. Mais c'est d'abord un laboratoire militaire. On s'est demandé à quelle fin il faisait ces expériences-là. Il était déjà apparu à l'époque une des motivations, c'était peut-être de simuler des explosions nucléaires, parce qu'on sait que les grandes puissances sont plus capables de mener des essais souterrains comme ils faisaient jusqu'au milieu des années 90. Alors, à cette époque-là, pas mal de chercheurs ont posé des questions à ce sujet, dit quels sont vraiment les buts du laboratoire, qu'est-ce qu'ils veulent faire, et ils ont reçu très peu de réponses. Et justement, le 12 novembre dernier, il y a une publication qui s'appelle The Bulletin of the Atomic Scientist, qui est une publication très, très réputée, qui publie des chercheurs très, très qualifiés. Alors, ils ont publié un article, un de leurs chercheurs a écrit un article euh, qui explore les usages militaires possibles de la fusion, au-delà de ce qu'on avait dit, la simulation des explosions nucléaires pour tester des bombes atomiques en développement. En un mot, si je résume l'article, les travaux du NIF pourraient en fait nous rapprocher d'un nouveau type de bombe. Alors là, ça devient sérieux. Rappelle-nous déjà ce que c'est que la fusion nucléaire. Ouais. D'abord, écoute, on pourrait passer des heures là-dessus. Mais d'abord, il faut savoir, il existe deux types de réactions nucléaires. La plus connue, peut-être, c'est la fission. On prend un gros atome instable, l'uranium. Dans certaines conditions, on se divise en deux et en se divisant, il crée de l'énergie. Si l'énergie se produit de façon, si la réaction se produit de façon contrôlée, étalée dans le temps, on a un réacteur nucléaire et ça produit de l'énergie. Si la réaction est pas contrôlée et qu'elle se produit tout d'un coup, on a une bombe atomique. Alors tout ça, c'est maîtrisé depuis longtemps. La fusion, c'est un peu le contraire. Au lieu de prendre un gros atome et de le fusionner, de le couper en deux morceaux, on va prendre deux petits atomes, généralement de l'hydrogène, et on va les combiner ensemble de force. Ils n'ont pas tellement envie de faire ça, par contre. Alors, il faut des conditions extrêmes de pression et de chaleur pour que ça se fasse. Mais si on le réussit, ça libère des quantités d'énergie phénoménales, encore beaucoup plus que la fission dont je parlais tout à l'heure. Le problème, c'est que pour le moment, la fusion est allée dans le temps, ce qui pourrait nous servir à produire de l'énergie. On ne la maîtrise pas. Et ça fait quelque chose comme 70 ans qu'on essaye de faire ça. C'est pas évident. Par contre, la fusion instantanée, ça s'appelle une bombe H, une bombe à hydrogène. Alors, le principe de fonctionnement, c'est qu'on a un détonateur qui est une bombe atomique. Déjà, on dit que c'est comme une allumette pour allumer le truc, mais c'est pas une petite allumette. Et après ça, la bombe atomique est déjà très puissante, crée les conditions de pression, de chaleur pour permettre la fusion d'un peu d'hydrogène qui est contenu dans la bombe. Et ça crée de l'énergie supplémentaire et ça fait des bombes extrêmement puissantes. Et ça, on le maîtrise depuis le début des années 50. C'est ce qu'on appelle la bombe à hydrogène, la bombe H, la bombe thermonucléaire, tout ça, c'est la même chose. Et quel rapport avec la recherche actuelle, Philippe, sur la fusion? On veut fabriquer des bombes encore plus puissantes, c'est ça? Non, en fait, c'est le contraire. On voudrait faire des bombes un peu moins puissantes
Parce qu'en fait, on peut pas faire la guerre avec des bombes à hydrogène, c'est trop puissant. Il y a évidemment un stigmate. Le premier à utiliser ça passerait pour un génocidaire, un salaud, je sais pas quoi. Et si on l'utilise de façon générée, on détruit la planète. Donc, c'est pas un instrument très commode. Ce que les militaires veulent, là, c'est des bombes puissantes, mais pas au point de détruire la planète, juste pour détruire leur ennemi. Et, tout est affaire de calibre. Tout est une affaire de calibre. Et le but, en fait, le Saint Graal, la bombe à fusion, serait en fait de pouvoir se passer de la bombe atomique qui l'allume, parce qu'une bombe atomique, c'est quand même salissant, si j'ose dire, et de faire démarrer la réaction de fusion par d'autres moyens qu'une bombe atomique. Et le but serait de créer des bombes d'une puissance équivalente à peut-être 1 ou 2 tonnes de TNT. Ce qui devient plus utilisable, on va pas détruire la planète là-dessus. L'armée a pas déjà des bombes de ce type-là? Oui, on peut facilement livrer des bombes de ce calibre-là par des avions ou par des missiles, mais c'est là que ça devient un petit peu vicieux le calcul. Une bombe explosive ordinaire va tuer tous les ennemis dans un rayon de 20 à 25 mètres de l'endroit où elle va tomber. C'est une puissance explosive importante, mais ça a quand même ses limites. La mini-bombe à fusion, elle, aurait exactement le même effet explosif, mais la pogne, c'est qu'elle émet des radiations très intenses au moment où elle saute. Et on pense que ces radiations-là pourraient tuer la majorité des gens exposés dans un rayon de 100 à 300 mètres. Là, on n'est plus à 20-25 mètres. S'ils sont cachés, mettons, dans un édifice qui leur offre un peu de protection, ou dans un rayon de 200 à 500 mètres s'ils sont exposés en plein air. En plus, ça les tue pas rapidement. Ça peut prendre jusqu'à 60 jours pour mourir. C'est atroce, mais le but, c'est de mettre des soldats ennemis hors de combat. On n'a pas trop pitié d'eux. Alors, c'est un peu ça le calcul. Et ce que les gens comprennent pas, c'est que la fusion produit pas de déchets radioactifs. Pas beaucoup, parce que on n'a pas l'atome qui se casse en deux puis qu'il y a plein de petits morceaux un peu bizarres et instables qui se séparent. Mais au moment où la réaction de fusion se fait, où on fusionne les deux atomes, en fait, il y a beaucoup de radiations qui est émise de façon instantanée. Elle reste pas après, mais sur le coup, quand ça passe, ça fait pas du bien. Je commence à voir le lien entre ces micro-bombes-là et la fameuse expérience du NIF dont tu nous parlais au début. Ouais, la seule, c'est que le NIF, évidemment, pour faire son expérience de fusion, c'est pas servi d'une bombe atomique comme détonateur. Ils ont utilisé un ensemble de lasers pour chauffer ce qui était en fait une petite granule de tritium de quelques milligrammes. Et ça a créé des conditions de chaleur et de pression suffisantes pour qu'il y ait une émission. L'expérience du NIF a libéré une énergie équivalente. Tu sais, on donne souvent les chiffres là en nombre de kilowatts ou je sais pas quoi qu'on donnait. Mais en fait, c'était l'équivalent d'explosion de 3 bâtons de dynamite. Alors en fait, c'était une petite explosion contrôlée. Alors, on n'est pas tout à fait encore rendu à l'étape de la micro-bombe dont on parlait, mais il y a des éléments qui se mettent en place. On n'a plus besoin de bombe atomique, on est capable de fonctionner avec des petites quantités de tritium. Le tritium, là, qui est un isotope d'hydrogène qui est utilisé pour ce genre de fusion-là. Alors, on sent qu'il y a des éléments qui se mettent en place et qu'on se rapproche un peu de l'objectif. Est-ce que le gouvernement américain, Philippe, a confirmé qu'il travaillait sur un nouveau type de nouvelle catégorie de bombes comme ça? Non, pas du tout, évidemment, il va pas s'en vanter. Toutefois, on sait que des travaux comme ça étaient déjà menés dès les années 1950. C'est pas un nouveau concept. Dans les années 50, on n'avait vraiment pas la technologie pour réussir ça. Et le gouvernement américain prétend toujours que de toute façon, la question des bombes, des micro-bombes à fusion, se pose pas parce que l'équipement utilisé par le NIF est encore trop gros pour être mis dans une bombe qui serait transportable. Alors ils disent, dans ce cas-là, c'est pas militaire. Ce qui a strictement parlé est vrai, mais on voit qu'il pourrait y avoir des applications. Est-ce que c'est légal tout ça, Philippe, parce qu'il y a des traités internationaux qui existent pour réguler ces activités-là? Ouais, ben c'était l'autre grande question que se posait l'article du Bulletin of the Atomic Scientists que je mentionnais. C'est que finalement, l'expérience du NIF en décembre 2022,
c'était techniquement une toute petite explosion nucléaire. Ouais, c'est vrai. OK? Or, les explosions nucléaires à l'air libre sont interdites par le traité d'interdiction des armes nucléaires de 1963 et tous les essais nucléaires, même souterrains, sont arrêtés depuis 30 ans. Et l'affaire, c'est que le traité précisait qu'on n'avait pas le droit de faire des explosions nucléaires. Le gouvernement américain prétend, ça s'applique pas parce que c'est une toute petite explosion et bon, c'est pas vraiment une arme, c'est pas vraiment une bombe atomique au sens classique. Mais en fait, le traité de 1963 prévoyait pas, disait absolument rien sur la taille des explosions ou sur le type d'engin utilisé. Donc, techniquement, c'est une expérience interdite par des traités internationaux. Alors, ça explique un peu le secret qui a entouré les travaux du NIF depuis son exploit, depuis 2 ans. Gros battage de publicité il y a 2 ans. Depuis ce temps-là, on n'en entend plus parler parce que c'est peut-être un peu gênant, en fait. Tu dis, Philippe, qu'il y a peut-être aussi une dimension canadienne à cette histoire-là. Ouais, là, je spécule un tout petit peu, mais ce qu'on sait, c'est que le tritium, c'est un isotope rare et précieux de l'hydrogène. Ça n'existe pas vraiment dans la nature. C'est produit, en fait, dans les réacteurs nucléaires. Et ça donne que les réacteurs canadiens, les CANDU, sont les plus efficaces pour produire du tritium, qui est un matériau qui se vend à 50 000 $ le gramme parce que c'est extrêmement rare. Le tritium qui a été utilisé dans les bombes nucléaires américaines depuis les débuts, parce qu'il y a du tritium dedans, a été fabriqué dans des réacteurs militaires spécialisés. Donc ça concerne pas le Canada. Par contre, pour tout ce qui touche l'industrie, il y a quelques usages industriels du tritium, puis tout ce qui touche l'usage en laboratoire, le Canada est de loin le plus grand fournisseur à partir des réacteurs CANDU qui sont situés en Ontario. Alors, on n'a pas de confirmation, mais le tritium du NIF vient probablement de l'Ontario, parce que c'est vraiment le plus grand fournisseur en matière. Et le tritium supposément civil de l'Ontario aurait donc servi, un peu à son insu, à son corps défendant, à une explosion nucléaire illégale aux États-Unis. C'est quand même un peu bizarre. Il me semble qu'il y aurait de quoi poser des questions au gouvernement et à l'Agence de l'énergie atomique. Êtes-vous au courant? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Fascinant. Merci beaucoup, Philippe. Très intéressant comme d'habitude. On se reparle dans 2 semaines. Ça me fait plaisir. Au revoir. Prends soin de toi. Bye. Si vous pensez que c'est